J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Radio J. Viens, je t'emmène. Steve Krief, Dominique Friedman, Steve Krief, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Steve, c'est Gigi d'Europe, on va sur le site, il y a plein d'infos, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Dominique Friedman, ce sont les journées européennes de la culture juive, là aussi il y a un site. Oui, tout à fait, jecpjfrance.com. Voilà, et il y a également beaucoup de choses proposées. Ceci dit, ce matin, on avait prévu de parler, puisque le thème de notre émission, c'est l'Europe, les communautés juives en Europe, en France. On devait parler du Bas-Rhin. Ce sera pour une autre fois, puisque hier, on était en contact et on a décidé, vous avez fait l'effort de vous réinventer, entre guillemets, par rapport à ce qui était prévu. Et aujourd'hui, on va parler de l'Australie. Je vous laisse la parole. Oui, car c'est vraiment important pour nous de montrer à nouveau que nous ne sommes pas que des noms de rues, des plaques mémorielles, qu'il y a une vie juive, que c'est ça qui a voulu être empêché, tué sur cette plage, des moments de festivité qui me rappellent moi Nova, qui me rappelle le Bataclan, qui me rappelle tous ces crimes d'horreur. Et à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand je co-dirigeais l'Arche Magazine, je gérais notamment l'agenda. Et à un moment, il y avait une énorme vague d'attentats à Nice, Miami, Tunis, partout dans le monde. Et j'avais fait exprès dans ce trimestriel de mettre dans l'agenda tous les lieux festifs qu'il y avait après les attentats. De montrer que la vie peut gagner à nouveau, que grâce au courage, à cette volonté de vivre, au courage de ces justes aussi, comme on a vu cet homme, Ahmed Al-Ahmed, qui a eu énormément de courage de sauver ces gens, de s'interposer, de prendre le fusil de ce terroriste. Donc c'est ça, on va continuer à faire vivre et à partager ce judaïsme comme nous on le fait sur le Gigi d'Europe, en montrant tous les lieux à visiter, dans la joie, l'enthousiasme, et on ne se cachera pas. Et dans les lumières de Hanouka, Dominique Friedman? Eh ben oui, comme l'a exprimé Steve, il est important de parler de l'actualité. Il est important c'est pour ça que nous avons pris la décision vraiment de changer notre fusil d'épaule, si je peux le dire. Voilà. Et moi, en préambule, je voudrais d'abord rendre hommage surtout aux victimes d'hier, et en citant si je peux me permettre, deux personnes qui ont été assassinées. Tout d'abord, le rabbin Eli Schlanger, qui était un chaliard de longue date du Rebbe à Bondi Beach. Donc il avait seulement 40 ans. Du mouvement Chabad. Du mouvement Chabad, tout à fait. Il avait 40 ans. Il est passé par la yeshiva de Brunoy. Donc nous sommes concernés, nous, en France. Il a étudié à la yeshiva de Brunoy. Et il est derrière lui, son épouse et des enfants, dont un bébé de 2 mois. Et puis, Dan Elkayam, qui est un jeune Français de 27 ans, tel qu'on peut le lire on a pu le lire dans les réseaux et dans les actualités, un jeune homme plein de vie qui était venu vraiment célébrer Hanouka. Donc évidemment, c'est très important de marquer leur mémoire. Alors, Dominique, on va commencer un peu l'Australie. C'est vrai que par rapport à la France, c'est tellement loin qu'on s'est rarement penché sur la vie de cette communauté, et c'est important d'en parler. Bien sûr. Alors tout d'abord, situer l'Australie. Bon, je pense que bien sûr tous nos auditeurs savent situer l'Australie, mais rappelez que c'est un pays-continent de l'hémisphère sud qui est vraiment très loin de chez nous, donc entouré par l'océan Indien et l'océan Pacifique. Une capitale qui n'est pas les grandes villes, c'est une capitale administrative, Canberra, bien sûr, des grandes villes, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. On y parle anglais, bien sûr. Il y a 26 millions d'habitants en Australie. C'est une monarchie constitutionnelle, c'est sous la couronne britannique, voilà. Mais c'est une démocratie parlementaire également. Et puis l'Australie, c'est les paysages très variés, les déserts, les plages, les forêts tropicales, la faune unique avec les kangourous, les koalas, une culture locale vraiment très riche. Ce sont les aborigènes, parmi les plus anciennes du monde. Et puis donc 2 grandes villes dont on va parler, Sydney, qui est la plus grande ville de l'Australie, qui compte environ 5,5 millions d'habitants, et puis Melbourne, qui est à 5 350 000 habitants. Alors, l'histoire des Juifs en Australie. Déjà, ils arrivent en Australie déjà dès le premier jour de la colonisation européenne.
exactement le 26 janvier 1788. Waouh. Voilà. Et parmi... Un an avant la Révolution française. Exactement, oui. Et parmi les 827 condamnés de la première flotte anglaise, donc qui ont commencé, il y avait même un petit nombre de condamnés juifs transportés près de Sydney. Bon, ils étaient déportés pour des crimes relativement insignifiants. Et puis le premier colon juif libre arrive en Australie en 1816. Et puis il y a une vie religieuse qui s'organise, qui a commencé dans les années 30 à Sydney, avec la formation d'une première congrégation, une première synagogue également, Bet Tefila, fondée en 1837. Et puis au milieu du 19e siècle, la communauté vraiment juive s'organise entre Sydney, bien sûr, et puis toutes les grandes villes de la Nouvelle-Galles du Sud. Steve. Oui, alors effectivement, comme dit Dominique, elle s'organise et elle vient de lieux différents. On parlait d'Angleterre, bien sûr, mais aussi d'Allemagne, d'Europe de l'Est, de pas mal de pays où ils ressentent des persécutions. Mais également, il y a une volonté peut-être de se dire vers un ailleurs, comme certains vont partir en Amérique, se dire vers une terre de liberté où on peut exercer librement notre culte, on peut vivre d'autres choses. Moi, ça m'a fait penser aussi aux producteurs juifs américains qui sont partis à Los Angeles, loin des élites new-yorkaises, où les droits des juifs étaient aussi assez limités pour certains postes, notamment dans les domaines culturels. Alors ils se sont dit, on va partir vers ces grandes étendues californiennes et on va y construire des studios. Tout le monde les prenait pour des fous. Et après, ça a fait 20th Century Fox, Paramount, Universal, etc. Donc c'est un peu ce pari dingue. Alors, c'est-à-dire une terre d'accueil où tout était possible pour les Juifs. Exactement, avec moins justement de discrimination, mais il fallait aussi gagner leurs droits et participer à cette vie australienne. Alors les séfarades sont plutôt arrivés dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et après, au 20e siècle, là, ça va être encore plus international, notamment au début de ce siècle-là, à cause des pogroms en Europe de l'Est, et bien sûr, la situation en Allemagne. Et d'ailleurs, avec des histoires souvent étonnantes. Par exemple, le peintre Karl Dudig et sa femme, l'artiste Slava Dudig, qui était également l'inventrice du parapluie pliable. Et non. C'est elle. Et je savais pas. Et ils sont arrivés de Vienne. Ils sont d'origine polonaise. Ils habitaient à Vienne. Ils ont réussi à s'enfuir en 1938. Mais ils ont été placés pendant 2 ans dans un camp d'internement avant parce qu'ils avaient une nationalité allemande qui était le pays hostile par rapport à l'Australie. Mais oui, bien sûr. Tous ces cas très compliqués. Et leur fille, d'ailleurs, est devenue une grande championne de tennis. Et l'intégration, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Et après-guerre, donc, il y aura des Juifs qui vont venir d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, mais également aussi d'Irak, d'Égypte et de l'ex-URSS et des Juifs qui vont également fuir le régime d'apartheid en Afrique du Sud et s'installer en Australie. Magnifique. Dominique. Alors aujourd'hui, la communauté, pour parler de la communauté d'aujourd'hui, donc d'abord la grande majorité, la population juive en Australie, ils sont à peu près 100 000, vivent à Melbourne et à Sydney, les 2 grandes villes du pays. Il y a aussi des juifs qui vivent, des communautés qui existent dans les capitales des États, parce que l'Australie, c'est une sorte d'État fédéral en quelque sorte. Et puis, pour revenir sur Sydney et Melbourne, on dit souvent que l'ambiance des 2 communautés est très différente. La communauté de Melbourne, à peu près 50 000 personnes, principalement d'origine polonaise, elle est plus conservatrice. Et la communauté de Sydney, avec relativement plus à l'origine de juifs hongrois et allemands, est plus libérale. Elle est organisée, la communauté, vraiment avec un système qui est bien d'autonomie communautaire, qui est bien rodé et qui représente toutes les synagogues, les écoles, les groupes communautaires, les institutions, tant au niveau national, donc fédéral, qu'étatique, que des États. L'organe national de la communauté juive australienne, qui représente la communauté juive au niveau national, est connu sous le nom du Conseil exécutif des Juifs australiens. Et puis, comme en Grande-Bretagne, au niveau de l'État, l'organe de la communauté juive est souvent appelé le Jewish Board of Deputies. Il existe, comme à Melbourne et à Sydney, une grande variété d'organisations, des clubs, des sociétés juives, de toutes sortes liées aux activités féminines, sportives, politiques, culturelles, et même des anciens combattants. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde ? Parce que moi, depuis quelques années, je suis sur les réseaux, Dominique, avec le Jewish Labour Bund, qui est à Melbourne et qui est très actif et qui, là, est en train de faire passer beaucoup de messages sur Insta et sur Facebook, et en plus en yiddish. Voilà, juste, je voulais dire. Mais j'avais l'intention d'en parler du yiddish
yiddish à Melbourne et à Sydney. Donc, le Bnei Brit, je voulais continuer sur l'institution juive, le Bnei Brit, dont la première branche australienne a été fondée en 1945. Il y a des associations de survivants de la Shoah et il existe un hebdomadaire national en anglais, The Australian Jewish News, qui sert la communauté juive australienne. Oui, une petite particularité aussi du judaïsme australien, vu qu'il se situe dans l'hémisphère sud, donc comme en Argentine et comme au Brésil, c'est-à-dire qu'il célèbre Hanouka en été, Sukkot quand il pleut et Pessah en automne. Bien sûr, oui, parce que c'est l'hémisphère sud, c'est comme au Brésil, la température n'est pas la même qu'en Europe. Donc on fait un peu différemment. C'est vrai, c'est différent. Alors je voudrais vous parler maintenant des deux villes principales. D'abord Sydney. Qui est la communauté donc juive la plus importante d'Australie, qui vit d'ailleurs principalement dans des banlieues, les banlieues orientales et du nord de la ville, comme Bondi. Donc, voilà. Et elle compte donc environ entre 40 000 et 50 000 personnes sur 120 000 juifs dans toute l'Australie. Elle est principalement d'origine ashkénaze, avec des ancêtres qui venaient d'Europe de l'Est, d'Afrique du Sud, d'Israël aussi, et de l'ex-Union soviétique. Mais on y trouve aussi des familles séfarades et du Moyen-Orient. La présence juive à Sydney, elle remonte au 19e siècle. Mais la vie communautaire, elle s'est organisée, s'est structurée avec l'arrivée des colons libres déjà dans les débuts des années du 19e siècle, 1820. Et puis, le premier lieu de culte officiel a été construit en 1844. C'est vraiment, on est dans le 19e siècle, Steve. Ah ouais, et ce qui est très étonnant à Sydney aussi, c'est qu'il y a un très fort réseau d'écoles juives qui lui confère d'ailleurs le taux le plus élevé d'enfants scolarisés dans les écoles juives, en dehors d'Israël, bien entendu. Ah, donc, wow. c'est vraiment assez étonnant. Il y a d'ailleurs de nombreuses synagogues, comme l'a dit Dominique, et principalement celle qu'on appelle la Grande Synagogue de Sydney, qui est un édifice architectural magnifique qui a été édifié en 1878, et elle est considérée un petit peu comme le lieu, on va dire, officiel, notamment pour les grandes fêtes et accueillir des personnalités, un peu comme la Victoire, comme par la exemple. Victoire à Voilà, Paris. à Paris. C'est un peu dans cet état d'esprit. Et comme l'a dit Dominique, il y a vraiment tous les courants, et dans une assez belle harmonie d'ailleurs entre eux, que ce soit Haredim, modèles orthodoxes, Massorti, libéraux, et ceux même qui ne sont pas affiliés religieusement. Donc il y a vraiment une belle ambiance, notamment par exemple la synagogue Emmanuel, qui est un lieu très important pluraliste, avec à la fois un public conservatif et progressif. Il y a la North Shore synagogue, plutôt moderne orthodoxe, fondée en 1947. Et à Bondi, il y a également plusieurs courants. Il y a une yeshiva, un centre chassidique, il y a la synagogue Nefesh et également Mizrahi, par exemple. Très intéressant. Oui, alors tout ça, des dizaines de congrégations. Et ce qui est aussi intéressant à visiter, c'est le musée juif à Sydney. Alors, il est en travaux actuellement, mais donc on peut encore voir pour l'instant, surtout ce qui concerne la partie mémoriale, avec une expo sur la Shoah et comment les Juifs sont arrivés en Australie. Aussi le mémorial des enfants morts de la Shoah et celui qui rend hommage aux Juifs qui ont porté l'uniforme et sont battus sur les fronts australiens. Parce que, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs sont aussi arrivés en Australie, donc bien sûr, il y a eu une grosse migration. Beaucoup de survivants qui sont venus avec une envie justement d'ailleurs, avec un A majuscule. Oui, tout à fait. Dominique. Je vais vous parler maintenant de Melbourne. On va vous parler de Melbourne, donc avec Steve, où les premiers Juifs arrivent déjà dans les années 1830 dans la fondation de la ville, puisque c'est un peu Melbourne, c'est un peu la ruée vers l'or. La communauté se développe grâce à cause, on va dire, de la ruée vers l'or au 19e siècle. Encore un point commun avec la Californie. Tout à fait. Après 1945, donc Melbourne est vraiment devenu un centre majeur d'accueil des survivants de l'Holocauste. On en parlait, ce qui donc façonne profondément son identité culturelle, éducative et religieuse. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Melbourne est considérée comme la capitale culturelle juive d'Australie. C'est la plus grande, la plus dynamique. Et elle est concentrée dans les banlieues sud-est de la ville. Et comme je l'avais dit, il y a à peu près entre 50 000 et 60 000 juifs qui vivent donc à Melbourne. Elle est majoritairement ashkénaze, avec des origines d'Europe de l'Est, d'Allemagne, de Hongrie, de Pologne. Mais il y a aussi des communautés séfarades, Grèce, Égypte, Turquie. Et puis une caractéristique distinctive de la vie à Melbourne, bien plus que dans d'autres communautés juives, c'est la quantité de la présence du yiddish qui est encore parlé dans la communauté juive. Voilà.
Vous en ont parliez, des Lise, écoles. voilà. Ils avaient des émissions de radio intégralement yiddish, une école yiddish. Il y avait un représentant qui était venu à Paris il y a quelques années. On était tous assez sidérés. Et il y a aussi, en dehors de l'école yiddish, il y a un théâtre yiddish à Melbourne. Oui, en plus. Ouais, donc c'est très bien. Pour tous ceux qui disent que le yiddish est mort, non, il continue et très loin même. Voilà, il continue en Australie, exactement. Alors, il y a 2 synagogues assez étonnantes dont je vais vous parler à Melbourne. Tout d'abord, celle qui est assez ancienne, de 1841. C'était à cette époque, il y avait un recensement à Melbourne, il n'y avait que 57 juifs qui habitaient. Et au début, donc, il n'avait bien sûr pas de lieu de culte et ils célébraient les fêtes dans une petite boutique d'un drapier qui s'appelait Solomon Benjamin sur Collins Street. Et cette même année, 1841, il a été décidé donc de créer la Melbourne Hebrew Congregation, et qui est considérée un peu comme la congrégation mère de tout le secteur de Victoria. Elle a aujourd'hui plus de 180 ans d'existence. Ça a été célébré donc il y a 4 ans. Et Melbourne donc, compte aujourd'hui une 50aine de congrégations orthodoxes, mais également libérales, réformées, massorties, et aussi en très belle harmonie. Et l'autre belle synagogue dont je vais vous parler, c'est la synagogue Temple Emmanuel, qui a été fondée en 1938, qui est un lieu pluraliste. En 1938. Voilà, en 1938, situé à Woollahra. Et c'est la plus grande congrégation d'Australie avec plus de 3500 membres. Wow. Et elle propose des programmes et des services pour des courants différents, progressistes, massortis et renouveau du judaïsme. Alors, de manière très différente, ça m'a fait penser un peu à Strasbourg, où il y a des rites qui se mélangent, séfarades, ashkénazes, et même à un moment, quand on avait visité Strasbourg, ils nous avaient raconté que pendant, par exemple, une même fête, on peut faire les 2 rites en même temps. Donc, je trouvais ça assez beau. Et là aussi, cette rencontre extraordinaire. Et c'était une synagogue qui a notamment été soutenue par un grand personnage qui s'appelait Paul Cullen, qui était un général australien. Et donc, lui, d'abord officier supérieur de l'armée, il s'est engagé en 27. C'était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est distingué comme commandant de bataillon au combat en Nouvelle-Guinée. Et après la guerre, il est arrivé au grade de général de division. Alors, donc, un périple. Tout un périple, tout un personnage. Alors, à Melbourne, comme à Sydney, il y a un musée juif d'Australie qui se trouve à St Kilda. Alors, il a bougé. Au début, il était dans différents lieux, créé en 1977 par un groupe de bénévoles autour du rabbin Ronald Lubowski. Et ensuite, ils ont acheté ce lieu en 92. Qu'ils ont rebaptisé Grendel Center of Judaica en hommage à ceux qui ont beaucoup soutenu le lieu. Alors on peut y voir de nombreuses expos permanentes sur l'histoire juive, sur le lien à l'Australie, sur les rites et la religion, et aussi actuellement jusqu'en mars 2026 une expo temporaire autour des rôles des femmes dans le judaïsme de l'artiste Tammy Kanat. Et enfin, le musée de la Shoah que vous pouvez trouver à Melbourne, alors qui a été créé par des survivants de la Shoah pour honorer la mémoire, mais aussi un moment pour briser le silence, car c'est vrai que c'était pas toujours facile, on le sait ici ailleurs, de parler de tels traumatismes. Ça a pris du temps, mais quand on a vu à la fois face à la menace, la résurgence des haines et le besoin de transmettre aussi, donc ils ont fait cet effort et en 84, ce musée de la Shoah a été créé. Donc nos prochaines vacances, tout le monde en Australie, on a compris. Dominique. Oui, très rapidement, il y a aussi d'autres communautés en dehors de Sydney et de Melbourne. On va parler de 2 autres communautés très rapidement. Il y a Adélaïde, donc avec une vie juive aussi très, très riche, qui a une synagogue orthodoxe traditionnelle, moderne orthodoxe, fondée en 1848 quand même. Ah oui. Donc qui est quand même l'une des plus anciennes communautés juives d'Australie, avec des offices, études religieuses, célébration des fêtes. Ça continue là-bas. Avec beaucoup de... Tout à fait. Et puis, une autre communauté, Beth Shalom, qui est une communauté progressive, réformiste, à Hackney, qui est très accueillante. Elle est inclusive, elle organise des offices, des activités, bien sûr une école juive du dimanche, notre Talmud Torah. Et donc voilà. Et puis également, un centre juif associé au mouvement Chabad, Lubavitch, qui est dans le quartier de Saint-Peters. Alors à Perth, il y a aussi une synagogue assez ancienne et étonnante qui a 110 ans, la Perth Hebrew Congregation, dirigée par le rabbin Daniel Lieberman. Et elle compte plus de membres que toutes les autres petites choules de Perth. Et elle s'adresse à la majorité donc de la population juive locale. Et elle a érigé un érouve afin de faciliter le déplacement pour les personnes orthodoxes. Shabbat, donc, mais oui. À Perth, carrément, aussi loin que ça.
Magnifique. Alors, on va maintenant passer aux événements européens. Voilà, quelques événements européens. Sur le Gigi d'Europe, on a l'habitude, donc, en dehors des lieux à visiter, aussi de vous annoncer les événements culturels en France et en Europe. Et ça, on le garde par rapport à ce qu'on avait prévu de dire sur le Bas-Rhin. Toutes ces fêtes de Hanouka, d'allumer à nouveau les lumières, la vie, cette revanche juive, qui est cette volonté de vivre, de partager la joie de Tikkun Olam. Et on va allumer fièrement les bougies à Rome, par exemple, le 16 décembre, à la librairie hébraïque Kiryat Sefer, à Genève, le 17 septembre, au SIG, avec le rabbin... Décembre, exact. Décembre. Décembre. C'est à cause justement de l'hémisphère nord et hémisphère sud. Là, je me trouvais entre les deux, là, sur la ligne équatoriale. Donc, à Genève, donc à Amsterdam, le 18 décembre, à la synagogue portugaise, vous avez un magnifique concert aux bougies avec des mélanges chants religieux et d'opéra. À Londres, le 18 décembre, au Museum of the Home, on montre comment c'était la vie juive en 1913, notamment autour de la fête de Hanouka. Et enfin, à Bruxelles, au CCLJ, avec un Shabbat spécial de Hanouka, avec l'allumage des bougies par les Bnei Mitzvot, de savoureux plats traditionnels de Hanouka et la musique d'André Reinitz. Donc, continuez à fêter. Un grand accordéoniste, André. Oui, voilà, vraiment. Donc continuez à bien fêter partout, à allumer. Sans oublier, bien sûr, tous les allumages que nous avons à Paris, que nous allons avoir tout au long de la semaine, dans différents lieux parisiens, et puis partout en France, bien sûr, dans les grandes villes, là où il y a des communautés juives. Voilà. Eh bien, je crois que le message est passé. Grâce à vous, Dominique, Steve, Dominique, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté ce matin. Et on va terminer en musique avec un groupe klezmer australien qui a un nom très comique, c'est un clin d'œil. Ça s'appelle Australie, parce qu'en yiddish on dit Australie pour dire l'Australie. Et là, leur nom c'est OY, plus loin STRALIE. C'est un clin d'œil et évidemment, on est avec eux en Australie, solidaires, et on les écoute. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. The happy sort of type of music would be played at weddings and special functions, and the sad and the melancholy perhaps when musicians were by themselves and thinking about the hard times of life. הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מעוז צור ישועתי sur Radio J. Radio 15h, 16h, Cyrielle Sarah Cohen. Retrouvez-moi